Donc cette tête volante, je l'ai reçue en version PNP, c'est-à-dire qu'elle a les servos, le moteur, l'ESC, et il faut ajouter le contrôleur de vol, optionnellement, l'émetteur vidéo pour l'FPV, une batterie, un récepteur. Et donc ce kit PNP est proposé sur le site d'AtomRC pour 99 $, 99 €. Il est dispo en Europe, et ça paraît, dans le contexte actuel des prix, ça ne me paraît pas choquant. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de mousse, mais il y a beaucoup de pièces de bonne qualité. Vous allez voir l'accastillage. Il y a des pièces aussi imprimées 3D de bonne qualité. Certaines pièces sont moulées, donc ce prix-là, il me paraît très très honnête. Voilà. Ce que je tenais à préciser, c'est que je n'accepte pas tout ce qu'on me propose en matériel. Des fois, dès qu'on a quelques milliers d'abonnés sur YouTube, on propose un peu tout et n'importe quoi. Donc bon, je suis assez sélectif, mais je suis toujours content de recevoir des avions d'AtomRC, vu que en général j'ai beaucoup de plaisir à les faire voler. Petite exception dans ma sélectivité, récemment j'ai accepté cette petite nacelle là, qui est vendue par HEQ, qui est en... je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant ils sont en train de finaliser le logiciel, elle m'a même apparu relativement intéressante. Alors c'est vrai que les nacelles ça fait un peu technologie d'il y a quelques années, mais celle-ci est faite spécifiquement pour une O3, elle a toutes les prises intégrées. Elle est relativement compacte, donc je pense que ça pourrait être un truc un peu sympa à tester sur un avion, à suivre. Donc un tour des pièces pour ce FIR, avec mes petites critiques habituelles. J'aime bien critiquer, on se refait pas. Elle est un peu souple, je pense que c'est juste la bon réglage, la bonne densité pour avoir quelque chose qui est suffisamment résistant au choc. Il est livré avec deux types de winglets différents, ceci à coller, ceci à visser. Alors je ne l'ai pas vu sur les pages de présentation du site, donc peut-être c'est une addition qui a été faite à la dernière minute. On a deux protections d'ailes. D'habitude elles sont déjà collées, là il faudra le faire soi-même, c'est pas tellement un problème. On a une notice qu'on va pas lire parce qu'on n'aime pas lire les notices. Et on a une planche de sticker. Le trou du cerveau dessus, c'est bien, comme ça la tringle ne accroche pas à l'atterrissage. La position où s'accroche le guignol est renforcée avec une pièce en bois peinte en noir. Et de l'autre côté, on a un carbone qui fait toute la longueur, donc c'est très bien. On aura des vrais guignols en nylon à visser. Et dessous, de chaque côté, sur chaque aile, c'est les mêmes, c'est symétrique. On a un petit logement pour mettre les GPS et récepteurs avec un trou. L'antenne, souvent quand on met une antenne T, on la fait dépasser dessous. Il est livré deux, alors j'en ai qu'une, mais l'autre, je ne sais pas où elle est, qui met une grille comme ça. Et moi, j'ai imprimé, j'ai fait quelques pièces en 3D, je les mettrai dispo comme d'habitude sur RC Group. J'ai imprimé des plaques entièrement fermées. Quand il pleut, quand c'est humide, ça évite que l'eau rentre par ces grilles. Et puis l'hiver, ça évite que la neige rentre. Le GPS, il n'a pas besoin d'être ventilé, et le récepteur non plus. Pour ces mêmes ailes, on a des servos qui sont des 9 grammes et toujours très bien en pignon métal. Surtout sur une aile volante, on en a que deux. Si on a une panne sur un des deux servos, on est sûr d'aller au sol, donc il faut autant avoir quelque chose de solide. On a un fuselage avec une trappe qui tient par deux aimants. Alors il reste en boîte, on peut aussi la sécuriser encore plus par une vis ici. Très bonne idée, parce qu'on a toujours le risque, quand on fait une surpression, quand on met des caméras avec des grosses prises d'air devant, c'est que ça ouvre le capot, puis on le perd encore de route, donc là il devrait tenir. La baie est relativement large, mais elle n'est pas très profonde. Pour l'avant, on a un cache qui permet d'avoir juste un trou pour une caméra analogique. Alors je ne sais pas si ce sera vendu à part ou si ça va être dispo sur le site. AtomRC m'a fourni une façade pour héberger une DJI 3 ou un Walksnake, etc. HD0, on le met dedans, il a une espèce de grille qui fait un peu penser à une Jeep Willys, voilà. Une platine LED plus support moteur. On a la croix moteur et on vissera notre moteur. On a une pièce en plus qui ne doit pas se mettre par dessus, je pense que c'est fait pour quand on met pas la LED, on met directement cette entretoise en fait. Le support moteur est en carbone fraisé d'excellente qualité. Alors je les ai pesés, ça fait 2,10 g, et un support aluminium classique T-moteur en alu, ça fait 2,8 g, donc on gagne 0,7 g, ce qui est négligeable, mais j'apprécie, il faudra apprécier l'effort qualitatif fait par AtomRC, là c'est une belle pièce. Voilà. Après au niveau dissipation thermique, pas impossible que ce soit préférable de monter une pièce en métal pour un peu dissiper la chaleur du moteur. Bon, sur des moteurs comme ça qui ne chauffent pas beaucoup, j'irai avec la solution luxueuse qui est de mettre le carbone, qui a été fait avec amour. Le moteur est un 2306 qui avait 1860. C'est une bonne taille pour
pour ce type d'avion est très bien choisi, je pense, sans même l'avoir fait voler, et avec un axe en titane, donc c'est un beau moteur moderne. Et il aura comme compagnon des Gemfan 6042 qui sont mes hélices favorites. Donc j'ai eu quasiment rien à changer sur ce kit. C'est exactement le choix que j'aurais fait pour motoriser ce type d'avion. Emmener ce moteur, on a un ESC qui fait 35 ampères, qui est livré à souder, et puis il a une petite sortie 5 volts, 3 ampères je crois bien de mémoire, dont on n'a pas besoin en général si on utilise des contrôleurs de vol, mais c'est bien de l'avoir. Il a une clé d'aile carrée, alors ça change un peu. Elles sont un peu plus dures à trouver si on les casse, mais bon, casser une clé d'aile aussi courte et carrée de 6 mm, c'est quand même relativement difficile, donc c'est pas trop inquiétant. Alors on a un frottement non négligeable pour faire rentrer la clé d'aile. S'il y a une bonne chose, c'est qu'on n'aura pas besoin de fixation d'aile avec un effort pareil. Là, il faut appuyer plusieurs kilos pour le... On n'aura pas besoin de scotcher, de faire quoi que ce soit, l'aile ne bougera jamais. Alors je vous cacherai pas que moi j'ai un faible pour les ailes volantes. Je trouve que c'est le type d'avion le plus efficace. Et puis dans ces tailles-là, ils sont faciles à... Moins de 90 cm, ils sont faciles à lancer, ils sont relativement costauds. On peut faire des bonnes acrobaties sans trop risquer l'impact. C'est des avions qui vont durer. À le voir comme ça, il me rappelle un peu mon Air Mini, que j'adorais, mais qui fait que 60 cm, donc qui est un peu petite dans certaines conditions de vent. Le cerveau va étiquette vers le haut, il faut que le palonnier soit le plus vers l'avant, si on n'a pas la bonne longueur de tige, et puis le guignol il est monté comme ça, avec la pièce à l'intérieur pour que ça soit, qu'on ait l'axe bien aligné. Alors le cerveau, je le collerai plus tard, hein, et puis on lui mettra sa vis une fois qu'on aura mis le contrôleur de vol. Par contre là je vois qu'il a des pads sur la platine qui, quand on visse le carbone, ça va toucher. Alors à regarder la trace, j'ai l'impression que c'est une masse, mais on va quand même vérifier la continuité entre la masse et ces deux pads. Oui, 0. Donc c'est pas grave si le moteur fait contact là-dessus. Donc là ça va venir se visser sur cette plaque qui est déjà collée là-dessus. Mais avant on va mettre l'ESC. L'ESC il faut le mettre après avoir passé évidemment le fil dans le trou. Là il passe pas là-dedans. Après il passera là-dedans sans problème. L'ESC, on a la prise XT60, on a les deux fils fournis. À l'autre bout de l'ESC, j'ai soudé le contrôleur de vol qui là est un AtomRC F405 Navi. Pour le positionner, le contrôleur de vol, il n'y a pas 50, dans mon cas, il n'y a pas 50 positions, je pense, parce que s'il est trop derrière, s'il est trop vers l'arrière, l'avion il est très fin ici, j'arriverai pas à passer les prises. Donc il faut qu'il soit avancé un petit peu, pas trop pour pas que ça bloque les vis, donc on peut le mettre par là, et puis je vais le mettre un petit peu sur le côté, comme ça libère de la place au niveau des fils. Voilà, la FC est en place, mais par contre les fils sont pas super longs. Le fil des LED aussi est relativement court, ce sera ma première mini critique avec une sévérité faible. Le reste de castillage, le GPS, la petite platine additionnelle avec le buzzer et ce qui va vers la O3, je le mettrai plus tard, je m'en servirai un petit peu pour affiner l'équilibrage. Donc là on va se pencher sur le problème de la caméra. Le nez pour la O3 qui se compose de 5 pièces, le nez Willis on va l'appeler. On va déjà la monter, je viens de comprendre jusqu'à l'instant comment ça marche. Hop, on passe l'antenne dans les trous comme ça. Si on a deux antennes on peut en mettre une comme ça, une comme ça. Quand même que ça tienne un peu parce que ça va tenir tout l'ensemble caméra, donc il faut éviter que ça parte en cours de vol. Et l'autre, oui, l'autre elle va bien là. Il y a une petite languette comme ça, donc le petit kiki vers l'arrière de l'avion. La caméra elle se visse sur les pattes de fixation, sur les deux trous du haut. Pour éviter qu'elle bouge, je vais la mettre sur un petit bout de 3ème double face. Pour les O3 il est au top. Pour les Voxnel Co, je sais pas, j'en ai pas, mais il n'y a pas de raison que ça rentre moins bien. Les caméras je crois font la même largeur, donc ça devrait être bon. Puis derrière là je devrais avoir accès à la trou pour la carte SD, et puis la prise USB un peu moins, mais il suffirait de tailler un petit peu là, mais de toute façon la prise USB non, moi je m'en sers pas. Voilà, j'ai fait les deux trous, un gros pour accéder à la carte SD, puis j'ai fait un plus petit pour faire passer le fil. On met la grille de la Jeep, protection des bords d'attaque. Alors j'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, ils ont un sens. Il y a un sens où ils vont beaucoup mieux.
Mis le GPS dans sa trappe. J'ai mis l'antenne du récepteur. Pour l'instant, je la mets là pour pas qu'elle, si je la mets dans l'aile, elle va me gêner. Et de l'autre côté, j'ai déplacé la carte de vol. Je l'ai mis plus au milieu parce que pour avoir les pins plus centraux, sinon tout était trop court. Les fils de cerveau, celui-ci était trop court, donc maintenant c'est bon. J'ai aussi rallongé la prise de l'ESC, il manquait quelques centimètres, et aussi rallongé la prise des LED. Alors là, c'est un contrôleur de vol qui était déjà configuré pour une aile volante. Donc le mixeur, il doit être correct. Par contre, il doit pas être... Quand j'ai tourné la carte de 90 degrés, on voit que l'avion il bouge pas dans le bon sens. Là, quand je le fais lever le nez, il tourne d'un côté. Là, on est dans le bon sens, on monte, gauche, droite. Après, le sens des cerveaux, gauche, ça va pas. Là, l'aileron gauche baisse, donc l'avion tournerait à droite. Dans l'autre sens, c'est inversé. Et c'est également à l'envers pour la profondeur. Donc, il faut inverser le sens des deux cerveaux. Il faut inverser les deux cerveaux. On va en profiter aussi pour les remettre à 0. À 1500 les deux. Les baies d'épatement, je vais laisser 120, c'est bien. Clic à gauche, l'aileron gauche se lève. Inversement, quand on monte, quand on descend. Donc là, on vérifie qu'on est bien à 0, pas de trim sur la radio. Et là, on va caler les cerveaux assez grossièrement pour commencer. Là, par exemple, ce palonnier, il est un peu trop à l'arrière. Je vais voir si je peux pas le mettre un cran plus en avant. Comme ça, il est plus perpendiculaire à l'aile. J'ai pas regardé la notice, mais comme toutes les ailes volantes, il faut un petit peu de réflexe. Donc, on met une légère courbe. Ici, on monte l'arrière de 2 mm à peu près. En manuel, en angle. Après, on vérifie le sens des gouvernes. Si on pique l'avion, on voit que les deux gouvernes montent. Si on le cabre, elles descendent. Pour tourner à droite, l'aileron gauche monte. Et si on tourne à gauche, c'est l'aileron droit. On va s'intéresser au LED. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne. Sur ma radio, normalement, c'est celui-ci que j'utilise. Donc, c'est le canal 11. Dans les modes. Et vers le bas, on a une ligne LEDs off. Donc, je le caisse soit éteinte par là. Canal 11. Voilà, là, elles seront arrêtées. Là, elles seront en marche. Voilà que je me souvienne comment ça marche. Je crois qu'il faut faire ça. Et alors, on a 10 LED. Alors, on va supposer qu'elles vont de 1 à 10. Donc, ça commence à 0. Donc, on va aller jusqu'à 9. Sauvegarder. On doit pouvoir en sectionner. Voilà, par exemple, on peut en sectionner plusieurs avec contrôle. On choisit la fonction, couleur. Par exemple, un bleu. Et les 4 du milieu. On peut les mettre en magenta. Et voilà, on a nos couleurs. Elles éclairent bien. Hein. Voilà, il ne reste plus grand chose pour finir. On n'oublie pas de mettre les vis sur les cerveaux. Je vais leur mettre un petit point de colle dans les coins. Qu'on puisse les détacher assez facilement. Je leur mets aussi un petit bout de scotch pour finaliser, là, protéger un peu plus, et puis ça finit de les tenir. Le essai, je vais le bloquer, je vais lui mettre deux petites barres sur les côtés pour éviter qu'il se promène. Là, le risque, ce serait qu'il avance et qu'il touche la carte de vol, qui ferait un court-circuit. En plus des deux trappes ici, j'ai fait des petits bouchons là, comme ça. Traverse l'aile comme ça, c'est bien. Les verticales, c'est un dipôle, c'est comme ça qu'elle marchera le mieux. Côté GPS, il nous reste un petit trou là qui sert à pas grand chose, donc je vais le scotcher. Finalement, je vais mettre ces bouts d'ailes, je vais voir comment ils volent en configuration d'origine. Et puis je vais aussi pas en pistache là, de petits ailerons. Je sais pas si je les mettrai. Ce que je vais probablement faire, je vais faire quelques vols avec ça, voir ce que ça donne. Je vais les coller légèrement pour pouvoir les enlever, et après je vais sûrement faire en 3D un bout d'aile similaire à celui-ci. Je vais le faire plus épais, un peu plus long, comme je fais sur mes modèles 3D. Je vais vraiment coller léger, que ça s'enlève d'un petit coup de
Petit coup de cutter bien placé. Après les boudelles, il faut jamais les coller trop fort. Hein. Cas de choc, il vaut mieux qu'ils se décollent, qu'ils partent, on les cherche et on les recolle. Par contre là je vois que le moyeu est légèrement trop fin, donc le bord d'attaque touche la cloche avant qu'on ait le contact sur le moyeu à plat. Il n'y a pas beaucoup, il y a 1 millimètre, un demi-millimètre. Mais c'est suffisant pour que si on serre, ça va forcer pas propre. J'aime pas là, il faut que le moyeu accroche au niveau des petits picots pour pas que ça glisse. Ouais, j'ai gratté un petit peu la surface. C'est un petit détail, mais moi je suis un perfectionniste. C'est le genre de petit truc qui me dérange. Ouais, il y a toujours un effort sur la cloche, c'est dommage. Alors je sais pas si on voit la caméra, mais avec la rondelle, l'hélice tourne plat. Sans la rondelle, ça tord un peu l'hélice d'un côté. Parce qu'en fait, le moteur, il a 5 branches. Donc il y a toujours un endroit où ça appuie et en face, ça appuie pas. Donc ça tord légèrement une des deux pales. Là, ça me paraît beaucoup mieux. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est de vérifier que le moteur tourne dans le bon sens, sans l'hélice évidemment. Sur iNav, pour armer sans voir le GPS, on met le stick de haut à fond, à droite, et là on peut armer. Et à coup de chance, mon moteur tourne dans le bon sens. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de vibration dans l'hélice, puis voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ce moteur. Alors sur l'établi, il faut être extrêmement vigilant hein, quand on fait ça. Moi ce que je fais, je mets l'XT60, je ne la mets pas à fond, et le lipo, faut pas l'accrocher, comme ça on met un coup sec et on fait détacher la batterie, parce que sinon ça peut vite devenir dangereux. Voilà, ça n'a pas l'air de vibrer, et le moteur a l'air bien vivant. Il reste à mettre la sangle pour la batterie, qui passe en dehors de l'avion. C'est un peu surprenant, mais je pense que l'avion n'était pas assez épais pour faire un... Il n'y a pas assez de mousse entre la platine ici et l'extérieur, donc il n'y avait pas de quoi passer sous le bois, donc par dehors c'est pas très gênant, à part que ça fait j'aime bien moi boucher les trous, donc vérifier ce qu'on peut mettre en batterie dedans et comment il s'équilibre surtout. Les repères d'équilibrage sont dessous là, c'est clairement marqué CG. J'ai essayé 4 types de batteries. Alors je vais commencer par ceux dont je pense qu'ils ne rentreront pas. Ça c'est des 4S Lyon 21700. Ils sont trop épais évidemment, je n'ai pas besoin d'essayer, il est trop haut, ça rentre pas. Alors même en les mettant en place ça va être difficile, parce qu'un 21700 ça fait 7 cm de long, ça va être juste. Donc les 21700 peut-être en 3S en les mettant à plat, mais c'est pas ça va être difficile. Après j'ai des 4S 2002 au format long, un peu ce que j'appelle format nanotech. Ça peut rentrer. Ça centre un petit peu arrière, donc c'est pas non plus idéal. Après de façon plus réaliste, j'ai des 4S 1500 taille taille quad de 5 pouces classique. Là ça rentre, mais la hauteur dans la baie n'est pas très importante. C'est pas un avion, c'est pas un gros porteur, hein. Vous n'allez pas mettre 1 kg de batterie là-dedans. Hein. Dans le même format, j'ai des 4S 2000 très carrés, ça rentre juste. Donc un éventail de batterie pas très large. C'est souvent le cas avec des ailes volantes. Hein. On n'a pas beaucoup de place en longueur pour équilibrer comme ça. Il faut avoir la bonne masse devant, sinon ça marchera pas. Donc soit avec des 4S 2000, moi je vais partir soit des 1005. On a quand même la possibilité de mettre du poids devant là, au niveau de la grille, sous la caméra, là on peut mettre du poids. Par contre, si on vole sans à vue, sans la caméra devant, qui fait quand même une 50aine de grammes, il va falloir alourdir le nez, hein, d'une manière ou d'une autre. Avant d'aller le faire voler, en mon humble avis, comme ça en statique sur l'établi, un bon kit, je trouve à un prix raisonnable là, dans le contexte des prix actuels délirants. Il est bien encastillé, il y a des pièces, ça a été bien pensé, les accessoires sont de qualité. Un bon 2306, une bonne hélice, des cerveaux pignon métal. Tout a été bien pensé. On a 2 types de winglet différents à choisir. L'éclairage aussi, les LED, c'est toujours sympa de voler avec la lumière pour que les copains nous trouvent plus facilement. Les pièces pour la caméra bien pensées, ça se goupille bien, ça s'assemble bien. Et du côté des points plus négatifs, je suis un petit peu déçu par la faible hauteur disponible dans la baie. Ça limite quand même pas mal le choix de la batterie. Hein, on pourrait mettre
plus gros, plus épais, mais il va falloir retravailler la platine, creuser un petit peu, on n'a pas bien de marge. En conséquence, fait que c'est un petit peu délicat à équilibrer. Le nez pourrait peut-être être un peu plus long pour avoir un petit peu plus de marge. Aussi des tailles mineures, les fils de la barre de LED et de l'ESC pourraient être un petit peu plus courts. S'il est 5 cm de plus, ce serait pas mal. Bien renforcé au niveau des charnières, ça j'aime bien quand c'est costaud ici. Avec une belle plaque dessous, on a une tige en carbone, la clé d'aile elle est solide. Il est aussi très portable, il fait 860, c'est une taille que j'aime beaucoup, c'est pas trop encombrant, ça s'accroche tel quel sur un sac à dos, pas besoin de le démonter à chaque fois. Donc je pense que c'est un avion qui va faire un paquet de kilomètres avec moi, je pense, cet été. Quelques vols en FPV plus tard, je lui ai fait des stabilisateurs de bout d'aile en PLA. Je vais voir ce que ça donne au niveau du comportement. Je vais le faire voler un petit peu à vue. Alors, je dis souvent qu'il faut trouver un champ avec de l'herbe haute pour sécuriser le lancer, mais là j'ai un petit peu exagéré. Là, elle doit faire plus d'1 mètre. Elle se dandine toujours un petit peu, et pourtant j'ai fortement baissé les PID. C'est pas une aile particulièrement stable. On peut aussi remarquer qu'elle est particulièrement bruyante pour l'avoir fait voler en même temps qu'un scimitar. Elle fait 2 fois plus de bruit. Le scimitar on l'entend à 300-400 mètres et celle-ci on l'entend à quasiment 1000 mètres dès qu'on met un peu de gaz. Je pense que c'est dû au fait que l'hélice soit si proche de l'aile, en fait, du profil d'aile, à mon avis. Alors, les lampes à l'arrière sont bien pratiques au niveau de la visibilité. Pas que je vais mettre dans ce champ là-bas, c'est du colza. Le colza qui fait 1,50 m de haut, c'est un cauchemar si je le mets là-dedans pour aller le chercher. C'est une vraie petite jungle. Elle m'a fait une manœuvre un petit peu bizarre. Là, je me demande si elle n'est pas centrée un petit peu trop arrière. Et donc j'ai réussi à la mettre exactement là où j'ai dit qu'il ne fallait pas la mettre. Le colza, c'est un truc de fou. Hein. Là, il va sans dire que sans le beeper, elle serait perdue à tout jamais. On est reparti. Alors vous avez vu, pour l'avancer, il n'y a aucune difficulté. En 4S avec une 6 pouces, un avion aussi léger, on lance comme ça, on accompagne un petit peu. En plus c'est usant de marcher là-dedans, c'est super dense, c'est pas du blé au passage hein, que je saccage, c'est de l'herbe à pelouse. En quelques semaines l'agriculteur va tout couper pour récupérer les graines, donc c'est pas une plante fragile. Je voulais l'attraper mais il allait trop vite. J'ai eu peur pour mes doigts. J'ai un peu l'arbre qui est sur le chemin là qui gêne. Sympa les LED, on les voit d'assez loin quand même, là il commence à peut-être avoir trop de lumière.
Il arrive encore un petit peu vite, j'arrive pas bien à casser la vitesse. Ouais, les centres arrière là, il faudrait que je... Avec les 4S 1500, elle est un peu trop légère du nez, donc un petit peu centre arrière, ça la rend un petit peu instable. Alors mise de gaz, on voit le couple de l'hélice qui la tord. Je vais essayer de partir d'un peu moins loin, d'être moins ambitieux dans mon approche. Elle est quand même bruyante, hein, faut le reconnaître. C'est pas un modèle de discrétion. Il nous reste encore quelques électrons dans la batterie. On a droit à un dernier essai. Elle peut voler lentement, mais il faut pas, peut-être à 20-25 km/h. Alors il faut pas lui faire un virage trop serré parce que sinon elle engage directement. Il manque pas grand chose. Allez, promis, dernier essai. J'ai une petite brise qui me le pousse de travers en plus. À ma décharge. Ok, j'ai menti, c'était pas la dernière. Nouvelle méthode. On va raser, 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 casser la vitesse. Vous aurez remarqué que je suis pas quelqu'un qui laisse tomber facilement. Là.